Bonjour, bienvenue au studio Décideurs, Gestion d'actifs et patrimoine. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Aurélien Drin, Head of Business Development chez HSBC Private Banking. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et Jessica Selam, Head of Business Development chez Rothschild Martin Morel. Bonjour Jessica. Bonjour Julien. Nous allons donc aujourd'hui parler des secrets de la performance et plus particulièrement comment accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs. Aurélien, la France est-elle une terre fertile pour le développement des jeunes entrepreneurs, notamment dans le financement de leur activité et leur levée de fonds? Alors effectivement, la France a plusieurs atouts, de nombreux atouts. D'abord, elle a la chance d'avoir une communauté d'entrepreneurs extrêmement active qui a su accompagner le mouvement de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc il y a beaucoup d'éléments qui soutiennent. Cette communauté est très active. On voit la création d'incubateurs, de start-up studios, de soutien à l'économie, beaucoup de mentoring aussi de la part de ces entrepreneurs emblématiques. On a la chance évidemment aussi d'avoir un support fort de la part des pouvoirs publics, que ce soit en matière de financement, en matière d'initiatives, comme l'initiative comme Choose France ou encore le lancement du Next 40 qui a été lancé et qui permet de donner beaucoup de visibilité à ces entrepreneurs. On constate aussi que les fonds d'investissement s'organisent aussi de manière très active pour soutenir le financement de ces entreprises et notamment de l'innovation. On pourra citer aussi des dispositifs fiscaux assez incitatifs, comme le fameux dispositif de report d'imposition qui draine un certain nombre de liquidités vers la nouvelle économie. Jessica, justement, le financement des entreprises de la tech et des startups a-t-il été ralenti par la crise? Écoutez, non. 2020 était une très très bonne année pour le financement des startups et de la tech en général. Pour vous donner quelques chiffres, en Europe, on était à peu près à 37 milliards levés dans la tech en Europe et on a fini 2020 autour de 41 milliards. Donc on est même au-delà de 2019. Alors, probablement plusieurs raisons à ça. D'abord, je pense que les investisseurs sont sur des logiques longues et ne raisonnent pas sur du conjoncturel pur et dur. Donc évidemment, les intentions d'investissement ont été maintenues. Et puis, il est clair que la crise sanitaire qu'on a vécue de manière plus forte au mois de mars, a finalement montré aussi l'importance de ces nouveaux modèles, de ces innovations, et donc à drainer des capitaux. Je pense qu'aujourd'hui, le raisonnement d'un investisseur, il est clair, c'est que la création de valeur passe notamment par l'innovation, le développement et par l'agilité des modèles économiques des entreprises. Et c'est un petit peu la combinaison gagnante des startups aujourd'hui. Donc, les financements sont là, les capitaux sont là et les startups continuent d'attirer. L'autre fait important, je pense, c'est les sorties. Le sujet qu'on a beaucoup évoqué en France notamment, c'était effectivement une capacité à lever de l'argent pour les startups. Et après. Et là, on voit aujourd'hui que les sorties sont là, les opportunités d'acquisition se présentent aux startups, quels que soient les secteurs. Alors, on voit beaucoup de choses dans la fintech, on commence à voir des choses dans la mobilité, dans les nouvelles mobilités. Donc c'est des secteurs qui sont assez porteurs. Évidemment, dans la santé, c'est des modèles un petit peu différents. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on trouve du M&A, on trouve des sorties, qu'elles soient industrielles ou financières, puisque effectivement, les fonds d'investissement, les fonds de private equity, qui traditionnellement s'adressaient plutôt à des entreprises rentables, déjà établies et très matures, aujourd'hui développent alors soit des stratégies spécifiquement adaptés à ces fameux fonds de growth, alors dont certains ont été approuvés par l'initiative Tibi, mais de manière générale, commencent à regarder ces entreprises-là parce qu'elles créent de la valeur et qu'elles sont effectivement génératrices de performance pour les investisseurs. Aurélien, de votre côté, chez HSBC Private Banking, comment vous accompagnez ces entrepreneurs? Alors là, l'accompagnement est clé dans ces entreprises, auprès de ces entrepreneurs, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce sont des cycles de croissance très rapides. Ce sont des entrepreneurs souvent de la nouvelle génération, donc plutôt jeunes, et qui connaissent tous les cycles de vie de l'entreprise de manière très, très raccourcie. Donc c'est vrai que l'accompagnement doit être, je dirais, un petit peu accéléré, de manière à pouvoir faire gagner du temps à ces entrepreneurs, leur mettre les bonnes personnes au bon moment, les bons experts au bon moment en face d'eux, pour pouvoir échanger sur l'ensemble de leurs problématiques. Donc on commence bien évidemment sur la structuration de l'entreprise, le financement de la croissance de l'entreprise. Donc ça, on a la chance chez HSBC de pouvoir beaucoup travailler avec notre banque des entreprises, donc sur l'ensemble dans très nombreux pays, parce que c'est évidemment très important d'accompagner la croissance et le développement de nouveaux marchés.
Et puis, bien évidemment, sur la sphère plus privée, on travaille sur la partie capitalistique de l'entreprise, donc tous les sujets de gouvernance, de structuration, mais aussi sur tout l'aspect networking et mise en relation. Ces jeunes entrepreneurs apprécient beaucoup de pouvoir être mis en relation avec des grands leaders d'industrie, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres marchés et sur d'autres continents. On travaille beaucoup avec notre plateforme en Asie, aux États-Unis et aussi au Moyen-Orient pour mettre en relation entrepreneurs, investisseurs et aussi mentors. D'accord. Jessica, justement, ces jeunes entrepreneurs, on voit qu'ils cèdent de plus en plus rapidement leurs entreprises par rapport à l'ancienne génération, notamment dans le secteur de la tech. Comment s'adaptent les banques privées, notamment Rothschild Martin Morel, à ce changement de paradigme? Alors, notre historique, notre ADN, il est d'accompagner les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial, effectivement, en tant qu'entrepreneur, notamment avec les équipes de M&A. Et puis ensuite, une fois la cristallisation du patrimoine, la liquéfaction du patrimoine professionnel, on les accompagne côté banque privée avec une grosse équipe de structuration et d'ingénierie patrimoniale, puisque c'est un élément essentiel, en fait, quand vous accompagnez des entrepreneurs sur le plan privé. Donc, je dirais que ça ne change pas, en tout cas, la nature de l'entreprise ne modifie pas les choses. Après, ce qui est clair, c'est que au-delà d'un sujet de génération ou de secteur d'intervention, les attentes des entrepreneurs, les attentes de nos clients évoluent, et notamment, ils vont effectivement attendre davantage d'agilité, de fluidité dans les relations, et s'attacher effectivement à la typologie d'investissement, à la typologie d'opportunités d'investissement qui peuvent leur être présentées. Aujourd'hui, le groupe Rothschild & Co est vraiment centré autour de l'entrepreneur, et nous continuons d'accompagner nos clients en fonction de leurs besoins. Le leitmotiv, il est clairement là. On ne va pas forcément faire une distinction majeure. Après, vous évoquiez effectivement le fait que les sociétés sont vendues plus vite. Oui, ce qui est clair, c'est que là où il y a une vingtaine d'années, probablement, les entreprises étaient créées pour la postérité et l'objectif était de les transmettre au sein de la famille. Aujourd'hui, il est assez clair pour la plupart des entrepreneurs qu'il y aura des étapes intermédiaires, un petit peu comme on a une carrière professionnelle avec plusieurs étapes, des étapes intermédiaires d'accompagnement par un actionnaire professionnel, fonds d'investissement notamment. Et donc, ce qui est important, c'est d'être capable d'accompagner l'entrepreneur et l'entreprise sur ces différentes étapes d'entrée au capital d'un actionnaire externe, parfois de sortie et de reprise aux mains du fondateur, et puis de transmission à des tiers industriels ou familiaux. Et donc, côté banque privée, on accompagne tout simplement cette évolution-là. La particularité, probablement, c'est au niveau de la gestion, où là, on va avoir une approche plus thématique de la gestion. On identifie des tendances longues qui sont génératrices de valeur, et c'est sur ces tendances-là, c'est des entreprises qui vont répondre à ces besoins-là, notamment le besoin du nouveau consommateur, évidemment la digitalisation, on pense aussi à la transition énergétique, et donc toutes ces tendances longues vont driver, si je peux me permettre, nos convictions d'investissement, et aujourd'hui, on développe cette gestion thématique de plus en plus qui parle davantage aux nouveaux clients, en quelque sorte. D'accord. Et justement, ça soulève une question. C'est que quelles sont les attentes de cette nouvelle génération en matière de conseil patrimonial? Aurélien, vous pouvez nous en dire un petit peu? Je crois que Jessica l'a abordé le point, c'est le conseil patrimonial est très important en amont, déjà sur la partie structuration, gouvernance, mode de détention des participations. Ça, c'est très important. Faut-il créer une holding, détenir les titres en direct? Tous ces sujets-là sont évidemment des questions qui arrivent très vite dans un entrepreneur lorsqu'il est à la tête d'une belle entreprise et bien fortement valorisée. Dès qu'arrivent les événements de liquidité, et j'irais même en amont de ces événements de liquidité, il y a beaucoup de réflexions à avoir, pré et post réflexion cash out, parce que très souvent ces entrepreneurs ont aussi besoin de créer quelques liquidités, soit pour réinvestir, soit pour diversifier aussi un petit peu leur patrimoine. Donc là, nos équipes d'ingénierie patrimoniale jouent un rôle essentiel dans cet accompagnement. Je tiens à souligner aussi que nous travaillons avec un réseau d'experts très construit, que ce soit des avocats, des fiscalistes, bien sûr, nous travaillons avec les notaires, nous travaillons avec les conseils de nos clients, qui sont très importants. Nous pouvons aussi avoir des liens très proches avec les family office de nos clients, puisque c'est une activité qui se structure de plus en plus et avec qui nous avons à cœur de continuer de travailler. Donc ce rôle d'ingénierie patrimoniale est essentiel. Et je dirais même que sur la particularité de ces jeunes entrepreneurs, c'est qu'on a besoin aussi de les accompagner sur la protection de leur patrimoine, la diversification de leur patrimoine. Ils ont besoin de constituer, nous avons aussi besoin d'apporter de l'ingénierie en matière de crédit, puisqu'il y a beaucoup d'opérations à financer, des jeunes familles aussi qui ont des projets personnels que nous proposons. Et puis je dirais aussi
aussi un accompagnement sur la rémunération du dirigeant, un thème important qui concerne les entrepreneurs, mais aussi des dirigeants de grandes entreprises, puisque sur ce thème-là, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, et notamment en ce moment, dans un contexte où la mobilité internationale devient plus compliquée, ça soulève beaucoup de questions auxquelles nos experts peuvent répondre. Tout à fait. Donc justement, on parle d'investissement, ou en tout cas de comment ces jeunes entrepreneurs investissent leur argent aujourd'hui. Alors, Jessica. Aujourd'hui, on a évidemment... Alors, le patrimoine d'un entrepreneur, il est effectivement avant tout constitué de sa propre entreprise. Donc le travail qui va être fait, le conseil qui va être donné, il est avant tout d'identifier les projets de vie des entrepreneurs, en tout cas de nos clients au sens large, et de voir comment on structure, comment on organise le patrimoine, comment on répartit les capitaux pour répondre à ces objectifs de vie. Ça, je dirais que c'est le cœur de notre métier, c'est notre ADN, c'est d'accompagner leurs projets et de répondre à leurs besoins. Ensuite, les investissements, on va retrouver toutes les classes d'actifs traditionnelles, des choses qui vont être effectivement très liquides, en ce moment peu rémunératrices vu le contexte de taux, et puis ça va aller effectivement jusqu'aux activités, aux investissements non cotés, voire même des investissements plus passion. Ça peut être acheter un vignoble ou travailler sur d'autres stratégies, et notamment sur des stratégies philanthropiques qui vont aussi être le réceptacle d'une partie des capitaux. Sur le private equity, clairement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la gestion thématique que j'évoquais tout à l'heure, il y a une recherche de sens et de responsabilité. Au-delà de la conviction personnelle, parce que c'est créateur de valeur, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, ce qui est évident, c'est que la responsabilité, le fait de gérer une entreprise de manière responsable est créateur de valeur, parce que vous allez avoir un meilleur respect de l'environnement, qu'il soit écologique, social, une meilleure gouvernance, une meilleure répartition des rémunérations. Donc tout ça est créateur de valeur, et donc clairement, ça fait partie des attentes, et ce sont des éléments qui flèchent les capitaux vers ces entreprises-là. Pour illustrer simplement ça, aujourd'hui, on se rend compte que les mandats traditionnels que nous avons et la composition des mandats, on a noté d'un point de vue ESG nos mandats traditionnels et nos mandats typés ESG, et on se rend compte que finalement, il y a assez peu d'écart, parce que déjà, dans nos critères de sélection des entreprises performantes, il y a un biais implicite qui tend vers cette meilleure responsabilité. Donc, cet investissement responsable, clairement, l'investissement thématique et le non-coté qui prend une place grandissante dans les portefeuilles de nos clients, dans les patrimoines de nos clients, parce que ça a du sens, et parce qu'aussi les entrepreneurs savent que pour créer de la valeur, il faut accompagner l'entreprise sur une durée longue. Et c'est là où le private equity fait ce travail-là, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise, où les fonds ont vraiment joué leur rôle d'accompagner les entreprises. Vous nous parlez d'investissement impact, d'investissement socialement responsable. Aurélien, j'ai envie de vous demander comment ça se traduit dans les décisions d'investissement et la gestion des portefeuilles de vos clients. Oui, alors la thématique ISR, ESG au sens large, devient de plus en plus dominante dans la relation, les réflexions d'investissement avec nos clients. On constate notamment en 2020, une très forte progression de l'intérêt de nos clients dans ce domaine. Pour vous donner une idée, plus de 50% de notre collecte longue a été orientée vers des fonds ESG. Donc ça, c'est quand même une tendance forte qui se révèle grâce à la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid, et puis tous les enjeux climatiques que l'on connaît. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par exemple, dans notre gestion conseillée, il y a eu une part très importante d'investissements aussi qui ont été orientés vers des actions, des titres ESG. De manière plus détaillée sur notre proposition, on a étoffer notre proposition, comme beaucoup d'acteurs. On doit tous participer, c'est un enjeu très collectif, pour orienter les investissements de nos clients vers ces thématiques. Première chose, on a la chance de pouvoir travailler avec notre société de gestion HSBC Global Asset Management, qui gère plus de 500 milliards dans le monde, donc de bénéficier de cette expertise, qui a développé une large gamme d'OPCVM en ISR. Ensuite, on travaille sur des structures, toute une gamme d'ETF aussi, qui est particulièrement compétitive et qui permet de tracer de manière très transparente ces enjeux ESG. Et puis côté de manière plus précise et pour des clients plus sophistiqués, on a également développé côté banque privée des produits structurés ESG, qui sont une combinaison de green bonds et de sous-jacents ESG. Donc là aussi un fort appétit de la part de nos clients sur ces nouveaux produits, et nous préparons le lancement d'une gamme de mandats diversifiés, là encore sur le thème ESG. Et au-delà de l'offre financière, comment accompagnez-vous vos clients sur ce domaine ?
Alors vous avez raison, il y a l'aspect produit, véhicule d'investissement, mais il y a aussi beaucoup de préparation, de formation à faire dans ce domaine-là. Donc nous organisons avec nos partenaires sur différentes plateformes et dans d'autres pays aussi, hein, on réunit nos experts pour organiser des conférences avec nos clients. On a par exemple eu l'occasion d'organiser des conférences sur le thème du capital naturel, hein, comme comment investir dans les bois et les forêts par exemple, comment préserver la diversité, travailler aussi sur renseigner nos clients sur la dimension, tous les enjeux des puits de carbone, hein, qui est un enjeu extrêmement important dans le domaine dans lequel HSBC est particulièrement investi. Donc autant d'initiatives. Et pour vous donner un autre exemple, notamment sur la partie Next Generation, donc la nouvelle génération d'entrepreneurs et les enfants de nos très grands clients dans le monde, nous organisons des sessions d'immersion. On a eu l'occasion d'organiser des séminaires en forêt de Bornéo régulièrement, donc dans des centres climat dédiés. Jessica, je reviens un petit peu pour Rothschild Martin Morel, l'investissement socialement responsable. Rime-t-il avec performance pour vous? Alors oui, clairement. Je pense que là, c'est une chose qu'il faut acter, c'est que la responsabilité, l'ESG n'est pas synonyme de perte de chance. Bien au contraire, on voit aujourd'hui que les entreprises qui tendent vers plus de responsabilité, en tout cas qui sont conscientes et qui ont inscrit finalement dans leur stratégie une démarche de progression vers plus de responsabilité, qu'elles soient environnementales, sociétales ou en termes de gouvernance, surperforment leurs pairs. Donc oui, ça rime avec performance. Aujourd'hui, nous avons développé effectivement des mandats ESG, donc qu'on appelle aujourd'hui les mandats for change, qui intègrent très en amont des critères ESG, des critères de notation ESG pour les entreprises sélectionnées. Comme je le disais, chez Rothschild & Co, on a un historique assez long en termes d'investissement responsable. C'est une conviction qu'on a depuis de nombreuses années. Évidemment, c'est une tendance longue et une tendance forte du marché, à la fois des investisseurs qui ont compris que le fléchage des capitaux sera effectivement vertueux parce qu'en fléchant les capitaux vers les entreprises plus responsables, ça entraîne l'ensemble des entreprises à plus de responsabilité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi dans le private equity, hein, dans l'univers du non-coté. Beaucoup sont signataires des UNPRI et beaucoup avaient déjà entamé cette transition, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ça rime avec performance parce que, encore une fois, les attentes des consommateurs, quel que soit le niveau, que vous soyez en B2B ou en B2C, les attentes des consommateurs sont d'avoir des entreprises qui soient plus responsables, qui soient plus respectueuses de l'environnement et qui intègrent tous ces éléments-là. Et c'est les attentes des consommateurs, donc plus de chiffre d'affaires, sont les attentes des collaborateurs, donc plus de talent. Et donc, clairement, on est convaincu de ça et on a effectivement lancé ces mandats ESG parce que ça répondait aussi, évidemment, à la fois à nos convictions et aux attentes de nos clients. Et justement, le private equity, puisque vous en parlez, est-ce qu'il a aussi bien pris le virage? Oui, il l'a pris même à certains égards un petit peu avant, parce qu'encore une fois, quand vous êtes actionnaire de long terme d'une entreprise, un fonds de private equity, il est actionnaire pendant 4-5 ans, mais au bout de 4-5 ans, il doit aussi raconter une histoire pour les 5 prochaines années aux nouveaux investisseurs. Donc on est sur des tendances très longues, on est sur une dizaine d'années d'investissement, en tout cas de conviction. Et donc cette conviction, elle ne peut pas passer outre cette responsabilité. Donc clairement, le private equity est impliqué, l'univers du private equity, cette industrie est impliquée là-dedans. On retrouve les mêmes investisseurs, hein, soyons très clairs, ces investisseurs institutionnels, ils ont les mêmes exigences, que ce soit sur les actifs liquides ou sur les actifs non liquides, en termes de responsabilité. Et puis je crois que la particularité du non-coté, c'est effectivement d'être cet actionnaire de référence sur moyen-long terme, et donc d'accompagner réellement les projets de développement d'une entreprise. L'entreprise, elle se développe à un rythme, effectivement, qui se compte en 3-4 ans. Un projet de développement, c'est cette durée-là, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes actionnaire très actif en bourse. Donc clairement, en ce sens, le non-coté a une forme de responsabilité en tant qu'actionnaire. Ils sont engagés aux côtés des entrepreneurs et donc ils ont pris, au-delà de ce virage, ils ont cette conviction d'accompagner les entreprises. Et encore une fois, pendant le Covid, c'est ce qu'on a vu. On a vu les fonds d'investissement jouer à plein leur rôle d'actionnaires, de référence, pour aider à la recherche de financement, pour aider à toute la mise en place des nouvelles stratégies, à donner plus d'agilité aux entreprises pour prendre cette vague et essayer de s'en sortir le mieux possible. Et aujourd'hui, les valorisations le démontrent. Je vous propose de conclure avec un dernier petit mot de la fin, peut-être votre sentiment sur 2021 et les perspectives que vous y voyez, Aurélien. Alors, clairement, sur 2021, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans toute situation un peu exceptionnelle
qu'a connu l'économie, il y a toujours des cycles de croissance, toujours des cycles d'innovation. Il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe en ce moment. On voit quand même des travaux de très forte coopération entre les pays, très forte collaboration entre les entreprises, entre différents secteurs d'activité. On voit, ça a été cité tout à l'heure, une vague massive d'investissement dans les nouvelles technologies. Donc là, je dirais sur l'aspect microéconomique, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et donc il faut vraiment être très attentif. Il y aura des opportunités d'investissement. Il faudra être sélectif. Il y a des secteurs qui vont très bien tirer parti de la situation et on en a besoin pour soutenir l'économie de demain, notamment dans l'économie durable que l'on souhaite tous créer. Enfin, sur les aspects plus macroéconomiques, clairement, il y a politique, budgétaire, monétaire extrêmement accommodante, du soutien des pouvoirs publics qui est massif. On se souvient le support qui a été apporté notamment en France via la BPI, via les banques, à travers les PGE. Donc ça sont autant d'aspects qui nous incitent à rester attentifs à des opportunités d'investissement. Et donc, il y aura des investissements très sélectifs à faire dans ce domaine-là. Donc, je dirais une année où il faudra être endurant, il faudra être agile, mais aussi en veille et peut-être faire part un peu d'audace dans les investissements et une vision long terme. Jessica, un petit mot pour la fin également sur ce sujet? Déjà, est-ce que vous voulez rebondir? Au-delà de 2021, 2020 a été une très très bonne année pour Rothschild Martin Morel et Rothschild & Co, et notamment en termes de collecte, signe que l'activité économique, l'activité de M&A s'est poursuivie. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les fonds d'investissement qui sont des acquéreurs et des vendeurs potentiels sont présents, ont levé énormément d'argent et donc vont continuer d'être actifs sur les marchés. Quand on discute avec eux, ce qui est clair, c'est qu'ils continuent d'être à l'acquisition, ils continuent leurs transactions. Et de la même manière, pour les entreprises, une acquisition stratégique reste stratégique, je dirais, malgré le contexte actuel. Bien évidemment, il y a des ajustements. En tout cas, nous, on reste très optimistes sur 2021, dans la mesure où, effectivement, on a tous appris cette agilité, on a tous appris cette nécessaire innovation, cette nécessaire créativité, et clairement, ce sont des choses qui sont bénéfiques à la fois à nos clients et à l'économie en général. Donc, plutôt positif. Sur la suite, je ne reviendrai pas sur les éléments macroéconomiques qui ont été cités. Et effectivement, on est dans ce contexte-là. La question, effectivement, c'est de savoir comment on évolue là-dessus. Ce qui est clair, c'est que le travail il doit être sur des tendances longues et sur une approche très structurelle et non pas conjoncturelle, qui est beaucoup plus court-termiste. On est dans une logique de long terme avec nos clients. On les accompagne dans la durée et leur patrimoine est fait pour durer. Merci beaucoup. Merci. Merci Julien.